Une ancienne star du cinéma pour adultes a exécuté un homme dans un parc national. La victime, quelqu'un qu'elle avait autrefois accusé de viol. La femme, autrefois connue sous le nom de Selena Sauvage sur OnlyFans, est en prison. Elle a plaidé coupable de meurtre, mais elle ne part pas en silence. Pourquoi elle dit que ce qu'on lui ordonne de faire derrière les barreaux n'est pas juste? Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Selena Sauvage a une histoire de vie choquante. Désormais, une grande partie de sa vie, à l'avenir, va se passer en prison. Chelsea Perkins est son vrai nom, et elle n'a pas toujours produit du contenu explicite pour vivre. En réalité, elle est une ancienne garde-côte, et elle affirme avoir un passé très traumatisant. Elle affirme que ce passé a été sa motivation lorsqu'elle a commis le meurtre, auquel elle a plaidé coupable plus tôt cette année. Maintenant, la grande nouveauté que nous suivons dans cette affaire est une véritable révélation choquante qu'elle semble faire depuis la prison fédérale. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, posons les bases de cette affaire, y compris à ce qui s'est passé après les faits. Après ce meurtre, lorsqu'une personne est allée jusqu'à des extrêmes choquants pour tenter de tuer Perkins, alias Selena Sauvage, plusieurs mois après qu'elle ait tué un homme dans un parc national de l'Ohio. Oui, cette histoire a de nombreuses couches, décomposons-la. Sur Instagram, Perkins se faisait appeler Selena Sauvage et se présentait comme modèle cam. La dernière publication Instagram de Perkins remonte au 9 décembre 2021, retenez cette date. Le 6 mars de la même année, Perkins s'est rendu dans l'Ohio pour voir Matthew Dunmeyer, 31 ans. Selon les documents judiciaires, ils se connaissent depuis le lycée, donc depuis de nombreuses années. En abordant ce week-end, Dunmeyer a dit à un ami qu'il allait retrouver une femme qui était en ville pour le week-end. Son patron l'a vu monter dans une voiture avec une femme au volant d'un véhicule blanc. Souvenez-vous aussi de ceci. Le 6 mars, ils vont au parc national de la vallée de Cuyahoga, un lieu magnifique avec de superbes vues. C'est aussi un lieu paisible pour fuir l'agitation de Cleveland ou d'Akron, dans le nord-est de l'Ohio. Le 9 mars, vers 11 heures, des randonneurs ont découvert Don Meyer décédé. Il avait une seule blessure par balle à la tête. À ce moment-là, Perkins était introuvable. Au cours de l'enquête, la police a parlé à des randonneurs qui se souviennent que, le jour du meurtre de Matthew, ils ont entendu un coup de feu et ont croisé Perkins qui semblait perdu dans les bois. Ils ont remarqué qu'il était étrange qu'elle porte des bottes montant jusqu'aux genoux pour marcher dans un parc national. Et il ne s'agissait pas de chaussures de randonnée. Perkins a finalement réussi à sortir du parc, puis elle a traversé les frontières de l'État pour se rendre dans le Michigan dans un salon de tatouage. Puis elle est finalement rentrée chez elle, en Virginie. C'est là que vivait son mari, et son mari possédait le véhicule blanc que le patron de Matthew l'a vu prendre avant qu'il ne parte et ne soit assassiné. L'arrestation de Chelsea Perkins a pris plusieurs mois. Selon la police, ils ont finalement pu relier les données du téléphone portable de Matthew à une location Airbnb réservée par Perkins lors de son séjour dans l'Ohio. Son acide désoxyribonucléique a également été retrouvé sur le corps de Matthew et sur une bouteille d'eau qui se trouvait près de son corps après qu'elle lui ait tiré une balle dans l'arrière de la tête. Maintenant, Perkins a été arrêté en décembre 2010, précisément le 10 décembre, et c'est pourquoi sa dernière publication sur Instagram en tant que Selena Savage date du 9 décembre de cette année-là. Aussi clair que puisse paraître les preuves, avec le recul, il a fallu plusieurs mois aux forces de l'ordre pour arrêter Chelsea Perkins. Et pendant ce temps, cette histoire a pris une tournure encore plus choquante. Vous ne vous y attendez pas. Un peu plus d'un mois avant, Perkins a été arrêté. Une femme a été abattue dans le nord-est de Washington, district de Columbia. Et selon le ministère de la Justice, la tireuse portait un gilet marron, une casquette de baseball marron et transportait une boîte en carton. Ils ont frappé à la porte d'entrée et ils ont crié, je cite, UPS, ils ont tiré sur la femme qui a ouvert la porte. La personne déguisée en livreur a tiré sur la femme qui a ouvert la porte. Plus tard, nous apprendrions que c'était la femme qui était déguisée en livreuse UPS, c'était la tireuse. Elle s'appelait Tommy Lynn Dunmeyer. C'est la mère de Chelsea Perkins, la victime du meurtre, Matthew. Les procureurs du gouvernement affirment que Tommy Lynn et son compagnon de longue date, un homme nommé John McQuillan, se sont rendus dans une maison à Washington avec l'intention de tirer sur Chelsea Perkins. Le couple était frustré en novembre, car personne n'avait été arrêté pour le meurtre de leur fils. Et ils croyaient vraiment que Chelsea Perkins était responsable. Alors ils ont décidé de se faire justice eux-mêmes. Le problème, c'est att Tony Piquet, enfin, un fait quoi.
c'est que la femme qui a ouvert la porte et que Tommy Lynn a tiré dessus n'était pas Chelsea Perkins, c'était une femme qui n'avait rien à voir avec le meurtre de Matthew Dunmeyer. La victime de la fusillade a survécu, puis Tommy Lynn et son complice, John McQuillan, ont tenté de s'échapper en changeant leur plaque d'immatriculation. La police les a rattrapés et disent alors que Tommy s'est suicidé. McQuillan, le partenaire de Tommy, a plaidé coupable en 2022 pour son rôle dans la fusillade et a écopé de 3 ans de prison. Perkins ne vivait plus dans la région de Washington, district de Columbia, au moment où les parents de Matthew sont allés essayer de la tuer sous le prétexte d'être livreur. Perkins, cependant, a été arrêté à Pensacola, en Floride. Les dossiers du tribunal montrent que le mobile du meurtre de Matthew Dunmeyer était, dans l'esprit de Perkins, la vengeance. Les dossiers du tribunal montrent qu'elle a accusé Matthew Dunmeyer de viol en 2017. Le journal Cleveland Plain Dealer rapporte que la police de Virginia Beach, où Perkins disait avoir été violé, n'avait pas assez de preuves pour porter plainte. Le 27 mai de cette année, après plusieurs années, en 2025, Chelsea Perkins a plaidé coupable d'avoir traversé plus de 300 miles entre États et tué Matthew Dunmeyer. Elle a plaidé coupable à une accusation de meurtre au second degré. Perkins a été condamnée en septembre à 22 ans et demi de prison. Elle risquait entre 20 et 25 ans de prison. Il semble donc que le juge ait choisi une peine médiane pour fixer sa sanction. Elle est actuellement détenue dans une prison fédérale en Virginie occidentale. En plus des 22 ans et demi de prison, le juge a ordonné à Perkins de verser des dommages à la famille de Matthew Dunmeyer. Le montant s'élevait à 596 000 $. C'est le montant que le tribunal estime couvrir les frais de déplacement de la famille de Matthew, pour qu'il puisse aller au tribunal depuis un autre État, ce qui couvre aussi les frais d'obsèques de Matthew. Mais c'est aussi une estimation de l'argent que Matthew aurait gagné dans sa vie s'il était encore en vie. Il travaillait comme musicien. Maintenant, dans ce document judiciaire obtenu par Law and Crime, Perkins conteste le montant d'argent lié aux revenus futurs. Il est écrit, je cite, « Aucun bulletin de paie, déclaration fiscale, affidavit sous serment ou analyse prévisionnelle n'a été produit pour vérifier la durée de cet emploi, la régularité de ses heures ou les dépenses de subsistance raisonnables qu'il aurait pu engager. » Les procureurs ont répliqué en qualifiant le montant de calcul conservateur et affirmé avoir rempli leur obligation, déclarant « Elle ne devrait pas pouvoir éviter de verser de l'argent à sa succession, destiné un jour à ses enfants mineurs, sous prétexte qu'il ne gagnait pas d'argent alors qu'il avait un emploi à temps plein et était apte à travailler. Ordonner l'inverse accorderait à la prévenue un avantage indu malgré son crime. » Cette semaine, les dossiers du tribunal révèlent que Perkins et les procureurs ont accepté, lors d'une réunion Zoom, de collaborer sur une solution concernant la restitution. Mais les négociations semblent avoir été brèves puisque leur rencontre a eu lieu le 2 décembre. Jeudi 4 décembre, le gouvernement a indiqué dans un nouveau document qu'aucun accord n'avait été trouvé et que le tribunal devait obliger Perkins à payer près de 60 000 $ déjà condamnés. À ce stade, il est incertain comment le tribunal statuera sur la suite. Nous accueillons maintenant Mark Weaver, ancien procureur général adjoint et procureur de l'Ohio. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime, surtout pour des affaires comme celle-ci, dans votre État, même si elle était fédérale. Quel est, selon vous, le degré de solidité du dossier de Chelsea Perkins pour la restitution? Oui, un dossier plutôt solide. Chaque fois que les victimes demandent une restitution, il faut vérifier si elles n'exagèrent pas les dépenses ou si elles ne demandent pas trop de choses. Mais pour les crimes violents, la loi fédérale est très claire. Les victimes, dans ce cas les enfants de la victime du meurtre, ont droit à une indemnisation. Et l'un des points les plus importants concerne l'argent que cet homme aurait gagné au cours de sa carrière s'il avait continué à vivre et à subvenir aux besoins de ses enfants. Comment cela est-il calculé? Qui est la personne responsable de déterminer à combien s'élèverait cette somme? Vos téléspectateurs pourraient être surpris d'apprendre qu'il existe tout un secteur dédié à cela. Ce sont des actuaires, des comptables et des experts capables d'examiner le parcours professionnel de quelqu'un et de faire en somme des estimations sur ce qu'il aurait pu accomplir. Cette personne était musicien, donc il ne serait pas juste de dire « Eh bien, il serait devenu aussi célèbre que Taylor Swift s'il avait vécu, et donc l'indemnisation devrait s'élever à des dizaines de millions de dollars. » Mais un musicien peut espérer gagner un peu d'argent dans sa vie. Je suis sûr qu'il faisait aussi autre chose pour vivre.
Il est donc facile pour un actuaire de consulter des tableaux qui montrent ce que font généralement les personnes comme celle-ci, puis de fournir une estimation. Je ne connais pas la situation financière de Chelsea Perkins, surtout à ce stade, quand on pense, vous savez, aux frais d'avocat et tout ça. Mais elle va être en prison pendant 20 à 25 ans. Alors comment va-t-elle payer cette somme d'argent? Elle ne le fera probablement pas. C'est souvent une fiction juridique, comme on l'appelle. Nous demandons à quelqu'un en prison qui, au mieux, gagne un peu d'argent en travaillant à l'intérieur pour pouvoir s'acheter des bonbons ou des produits personnels à la cantine, de payer cette somme au juge, mais souvent, c'est surtout symbolique pour montrer que la personne doit être tenue responsable. Bien sûr, elle n'est pas si âgée que ça. Si elle vit longtemps, elle pourrait sortir de prison et ensuite une partie de son salaire serait prélevée pour payer cette institution de restitution. Comment ça fonctionne? Disons, c'est par exemple qu'elle finit par sortir de prison. Je veux dire, si elle vit encore des années après avoir purgé sa peine, cette peine de 20 à 25 ans, comment détermine-t-on enfin qui décide combien elle devra payer chaque année pour le reste de sa vie? Eh bien, en général, c'est supervisé par le service de probation ou le service de libération conditionnelle qui a établi l'ordonnance initiale. Ce n'est pas fait par un juge, ce sont des employés fédéraux dont le travail consiste à surveiller la conformité des anciens détenus lorsqu'ils quittent le système. Cela pourrait très bien faire partie de ses obligations de libération conditionnelle lorsqu'elle quittera la prison. En considérant simplement cette affaire, elle a accusé la victime, Mathieu Donmeyer, d'agression sexuelle il y a de nombreuses années. Elle n'avait pas les preuves pour le prouver. Parfois, ces affaires sont difficiles à prouver. Que pensez-vous de cet aspect? En regardant simplement comment cette affaire s'est déroulée, c'était prétendument, je veux dire, elle a été condamnée, mais son mobile, selon elle, était ce qui ressemble à quelque chose de très traumatisant qu'elle affirme avoir vécu il y a des années. Oui, si cet homme est un violeur, il mérite d'être jugé et envoyé en prison. Je ne sais pas s'il l'était ou non. Elle affirme qu'il l'était. Hollywood, la télévision et les films nous ont donné ce genre de représentation excitante d'une femme qui va rétablir la justice en traquant et en forçant son violeur, à assumer la responsabilité de ce qu'il a fait. Cela crée de bons films, mais dans la réalité, nous devons simplement éviter de commettre un second crime. Si vous êtes victime d'un crime, elle dit, elle l'a été. Deux options s'offrent à vous. Vous pouvez porter plainte au pénal et engager une action civile pour obtenir de l'argent. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est sortir et commettre un meurtre, parce que si vous le faites, vous allez en prison. Et je me souviens quand nous avons couvert cette histoire pour la première fois, et l'idée d'emmener cet homme dans un parc pour une randonnée, presque en le persuadant qu'ils allaient avoir une sorte de conversation ou de connexion d'une certaine manière. Et puis elle l'a exécuté, vous savez, vraiment de sang-froid. À quelle fréquence voyez-vous ce type de crime? Car l'histoire, et puis il y a tout l'autre aspect impliquant la famille de Matthew Donmeyer et ce qu'ils ont essayé de faire à Chelsea Perkins. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que ce type d'affaire a un impact majeur sur la vie des gens. Il semble que de nombreuses bestieuses personnes aient agi de façon à détruire tant de vies à cause de ce qui s'est passé. Oui, bonne remarque. Je vous parle d'une conférence de procureurs, et si j'invitais certains collègues, la plupart diraient que la majorité des crimes sont commis sur un coup de tête, sous l'emprise de l'alcool ou à cause d'une mauvaise décision prise sur le moment. Il est rare que nous soyons confrontés à des crimes très soigneusement prémédités, où la personne qui va finalement commettre le meurtre passe tout ce temps à le préparer. Je me demande ce qui traversait l'esprit de cette victime pendant que cette femme se préparait à l'attirer dans les bois. Selon un témoignage, certains témoins ont suggéré qu'ils sont tombés sur cette femme après qu'elle ait commis la fusillade. Elle portait des cuissardes, qui ne sont pas des bottes de randonnée, et donc la victime devait savoir qu'il n'était pas habillé pour aller faire de la randonnée en forêt. Ça fait se demander ce qu'elle lui a dit pour réussir à l'attirer jusqu'à cet endroit très isolé, très éloigné, où elle a pu commettre le crime. Et un autre aspect de cela, encore une fois, ça ne l'excuse pas. Mais ça a pris beaucoup de temps. Souvent, quand on imagine quelqu'un dans les bois, il ne porte pas de bottes. Je veux dire, elle commet ce crime dans un parc national, puis elle s'enfuit dans un autre État. Vous savez, ça devient une affaire fédérale, et puis la mère et le beau-père de Mathieu Donmeyer
finissent par passer du temps en prison à cause de leur tentative de tuer Chelsea Perkins. Comment faites-vous en tant que procureur, et cela concerne probablement aussi les forces de l'ordre, lorsque vous avez une enquête qui prend du temps, pour tenir la famille informée, leur faire savoir que ce n'est pas une affaire classée, que vous comprenez que vous essayez de constituer un dossier, afin d'éviter que quelqu'un, comme cela a été le cas pour cette famille, n'essaie soi-disant de se faire justice lui-même? Oui, on examine cette affaire et on utilise parfois la rétrospective en disant que sa colère contre lui était évidente. Pourquoi le FBI et les autorités l'ignoraient-ils? Parce qu'ils n'avaient pas ces informations. Un corps sans vie retrouvé, abattu dans les bois. Et elle ne venait pas de sa vie actuelle, elle venait de son passé lointain. Elle n'était même pas originaire de l'endroit où il vivait à l'époque. Donc c'était un vrai coup de chance de trouver quelqu'un comme ils l'ont fait. Ça a pris du temps. Votre autre question était comment gérer la famille réclamant justice pour leurs proches assassinés? C'est l'un des aspects les plus difficiles du métier de procureur. Et je me suis assis avec les membres de la famille de personnes décédées et ils sont tout simplement dévastés. Ils veulent des actions et, comme force de l'ordre, nous souhaitons les aider. Nous devons aussi constituer un dossier prouvable, sans doute raisonnable, devant un jury unanime. Quelles raisons font qu'une affaire comme celle-ci devient fédérale plutôt que traitée par les autorités de l'Ohio? Oui, il y a deux fondements pour la compétence fédérale ici. C'est quand vous commettez un crime en commençant dans un État et en allant dans un autre. Cela pourrait relever d'une poursuite d'État ou fédérale, mais dans ce cas, cela s'est passé dans un parc national fédéral, donc c'est sur une propriété fédérale. Nombre de vos téléspectateurs ont suivi Naval Criminal Investigative Service, le service d'enquête criminelle de la Marine. Ce sont eux les enquêteurs lorsque le crime a lieu sur une propriété fédérale impliquant la Marine. C'est ainsi que le Naval Criminal Investigative Service intervient lorsqu'il s'agit d'une propriété fédérale. Par exemple, j'ai reçu une contravention de stationnement dans un parc fédéral et pour la contester, il fallait aller au tribunal fédéral. C'est un peu fou quand on y pense, mais l'infraction a eu lieu pendant que je me garais dans un parc fédéral. Si vous voulez contester, vous devrez aller au tribunal fédéral, pas au tribunal local. Comment se passe la poursuite de quelqu'un dans une affaire où, si cela s'était produit dans une rue de Cleveland, cela aurait été quelque chose qu'un procureur de Cleveland aurait jugé? Dans cette situation, parce que cela s'est passé dans un parc et qu'il y a plusieurs États impliqués, cela finit par devenir une accusation fédérale. Comment les poursuites diffèrent-elles généralement lorsqu'il s'agit de déterminer si quelqu'un est coupable, puis de prononcer une peine? Oui, les procureurs d'État et fédéraux doivent communiquer car cela pourrait être un crime d'État. Il existe quelque chose qu'on appelle la théorie des deux souverainetés, qui dit que la clause de double incrimination de la Constitution, qui interdit à quelqu'un d'être poursuivi deux fois pour le même crime. Elle ne s'applique pas lorsqu'il y a une accusation au niveau de l'État et une accusation au niveau fédéral. Si l'accusation fédérale est quasi identique à celle de l'État, cela pourrait poser problème. En théorie, cette femme pourrait être poursuivie dans l'Ohio si les procureurs du comté le souhaitent. On voit souvent que lorsque des personnes, vous savez, font face à une peine, même en acceptant un accord de plaidoyer, elles ne purgent pas toute leur peine. Et dans ce cas, elles prendraient 20 à 25 ans. Quelle est la probabilité qu'elles purgent réellement entre 20 et 25 ans dans une prison fédérale? Contrairement à une libération anticipée, ouais, comme on le voit dans certains États, Bien sûr, et je peux comparer cela à l'Ohio. Dans l'Ohio, elle passerait la majeure partie de cette peine sous le système fédéral, notamment avec les récents changements de peine. Si elle se tient bien, si elle n'a pas de problème en prison, elle peut réduire d'au moins quelques années cette peine. Si c'est une primo-délinquante, il me semble que oui, elle peut retrancher ce temps supplémentaire. Donc si elle se tient bien, on peut s'attendre à ce qu'elle sorte dans 15 à 18 ans. et puis en plus de ça, en sachant que ça pourrait être 15 à 18 ans, tu traverses. Et on en parlait justement, ce n'était pas un crime passionnel sur le moment, hein, tu sais, où elle se dispute avec Mathieu Donnemeyer et elle lui tire dessus. C'était quelque chose de planifié, c'était calculé. Elle a pris la voiture pour fuir dans un autre état, puis a essayé de se cacher jusqu'à ce qu'elle soit finalement arrêtée. Que pensez-vous de la peine qu'elle a reçue et de l'accord de plaidoyer, sachant qu'elle purgera 20 à 25 ans, alors que dans certains États, elle aurait eu la prison à vie si l'affaire avait été jugée? C'est le principe des plaidoyers de culpabilité. Chaque partie doit céder.
Un accord de plaidoyer est essentiellement un contrat, et comme tout contrat, chaque partie doit recevoir quelque chose de valeur pour qu'il soit applicable. Ici, le bureau du procureur des États-Unis du district Nord n'a pas eu à prouver son dossier au-delà de tout doute raisonnable. Et la prévenue, la meurtrière, elle a été dispensée de la peine possible de passer beaucoup plus de temps en prison. Je sais que c'est une bonne question à laquelle beaucoup ici pourraient répondre, étant procureur. Lors d'une négociation de plaidoyer, comment équilibrez-vous le fait d'obtenir un aveu de culpabilité avec le fait que, pour un meurtre prémédité, la peine pourrait n'être que de 20 à 25 ans, voire moins? Comment conciliez-vous cela au lieu d'affirmer que cette personne mérite plus de prison et que vous faites confiance à votre dossier pour aller jusqu'au bout devant un jury? J'ai traité de nombreux cas d'abus sexuels sur enfants durant ma carrière, et je me demande souvent si je dois faire témoigner l'enfant et ainsi compliquer sa vie en le victimisant à nouveau. Potentiellement, dans ce cas, nous n'avons pas de victime qui pourrait témoigner à la barre parce qu'il est décédé, donc ce ne serait pas un facteur à prendre en compte ici. Vous souhaitez quand même offrir une certitude à la famille. Ce que vous leur dites, c'est que si nous obtenons cet accord de plaidoyer et la condamnation, il n'y aura aucun appel. Vous n'aurez pas à revenir sans cesse en espérant que la cour d'appel ne renvoie pas l'affaire. Donc cela leur apporte une certaine forme de clôture. C'est l'une des choses dont nous parlons avec les familles quand nous les encourageons à envisager, si vous voulez, de donner leur accord à un accord de plaidoyer. Bien que nous devions toujours leur rappeler que c'est la décision du procureur, ce n'est pas celle de la famille. Au nom de l'État de l'Ohio, je représente tout l'État lorsque j'intente une affaire, pas la famille du défunt. Et donc, c'est une conversation difficile. Il y a beaucoup de larmes, beaucoup de prières, beaucoup de personnes très bouleversées. L'essentiel, c'est d'écouter les procureurs, leur donner la parole, puis prendre la meilleure décision. Et ensuite, avec cela, si cela était allé en procès, typiquement, à quoi ressemble le processus d'appel fédéral? Si elle jugeait cela injuste pour une raison quelconque, et encore une fois, j'ignore ses moyens financiers, ou si elle pourrait payer un avocat pour faire appel, mais combien de temps cela prend-il pour qu'une personne puisse effectivement, dans certains cas, faire appel avec succès d'une condamnation pour un crime comme celui-ci? Oui, elle aurait droit à un avocat commis d'office pour un appel, qu'elle puisse se le permettre ou non. La procédure d'appel est, par définition, lente. Ce n'est pas une question de mois, mais d'années avant qu'une cour d'appel puisse annuler un verdict, et cela exige généralement que la prévenue, dans ce cas la personne qui a tiré sur cet homme, se manifeste et signale une erreur lors du procès, soit une erreur qui viole la loi, soit la Constitution. Et puis, en plus de trouver une erreur, ils doivent prouver à la cour d'appel que cela aurait changé l'issue du verdict s'il n'y avait pas eu cette erreur. Donc, il ne suffit pas simplement de dire qu'il y a eu une erreur. On parle d'erreur manifeste, mais il faut une erreur réversible, c'est-à-dire prouver qu'un autre résultat aurait été obtenu sans cette erreur. C'est une exigence élevée. La plupart des arguments que j'ai présentés en appel, je pense que tous mes arguments en tant qu'appelant dans des affaires pénales ont été confirmés par la cour d'appel. Nous verrons comment cela évolue. Chelsea Perkins, coupable de meurtre avec préméditation, a écopé de 20 à 25 ans et conteste la restitution. Merci à Mark Weaver, procureur et ex-adjoint général de l'Ohio, d'être avec nous sur Law and Crime. Merci de m'avoir invité à nouveau. C'est tout pour cette affaire de Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart, à la prochaine.